Bonjour, bienvenue à notre séminaire de ce jour concernant le licenciement manifestement déraisonnable. Lors de ce séminaire, nous vous donnerons des recommandations pratiques pour limiter le risque lié au licenciement manifestement déraisonnable dans le cas des licenciements que vous pourriez effectuer. Notre séminaire de ce jour est structuré en, disons, deux grandes parties. Une première partie qui sera présentée par mon collègue Marnix de Greve, qui est collaborateur dans le département Employment Pension Benefits de Lydiane et qui a pour objet en fait la période qui précède le licenciement et le licenciement même, et donc finalement la partie préventive et préparative du licenciement. La deuxième partie sera donnée par moi-même, Estelle Renard, collaboratrice senior également dans le département Employment Pension Benefits, et ma partie s'inscrira après le licenciement et sera plutôt une partie curative. Alors, avant de laisser la parole à Marnix, nous vous remercions bien évidemment d'être présents aujourd'hui à ce séminaire. Nous notons qu'un grand nombre de personnes se sont inscrites, ce qui témoigne quand même du fait que ce sujet est encore d'actualité et est également un sujet éventuellement de préoccupation pour les spécialistes des ressources humaines. Alors, je vais également encore vous donner quelques recommandations ou informations pratiques concernant le séminaire même. La présentation que vous voyez maintenant à l'écran est disponible au téléchargement si vous regardez à droite sur votre écran sous l'onglet Handouts. Durant le webinaire, deux questions seront posées, donc le webinaire est également un peu interactif. À la fin de la présentation de Marnix, sa première partie, et également à la fin de ma présentation, la deuxième partie, une question s'affichera à votre écran et vous pourrez sélectionner la réponse qui, selon vous, est la bonne. Enfin, ce séminaire suscitera sans aucun doute également des questions et donc vous pouvez à tout moment, via la fonction chat qui se trouve également normalement à la droite de votre écran, poser des questions durant ce webinaire. Voilà, je pense que j'ai tout dit et je laisse donc la parole à Marnix. Dankjewel Estelle. Goedemiddag iedereen. Zoals aangegeven is het de bedoeling om vandaag vooral een aantal praktische aanbevelingen te geven aan werkgevers om eigenlijk de risico's van schadevergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag te gaan voorkomen. Niettemin, vooraleer we de chronologie van de arbeidsrelatie aanvatten, toch een aantal korte theoretische noties, en zeker omdat het ook van belang zal zijn voor het verdere verloop van het webinar. Wat moet u weten over kennelijk onredelijk ontslag? Het concept van kennelijk onredelijk ontslag wordt eigenlijk geregeld door een collectieve arbeidsovereenkomst, CAO nummer 109, die in 2014 is gesloten in de Nationale Arbeidsraad, eigenlijk als onderdeel van de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden. Voor 2014 was het zo dat er specifiek voor arbeiders een regeling was opgenomen inzake willekeurig ontslag in de arbeidsovereenkomstwet, terwijl voor bedienden er eigenlijk in de arbeidsovereenkomstwet geen specifieke regel voorhanden was en zij zich dus eigenlijk op het gemeenrechtelijke verbintenissenrecht moesten beroepen wanneer zij eventueel hun ontslag wilden aanvechten. Het is dus in het kader van de harmonisatie van beide statuten dat men besloten heeft om een gemeenschappelijk concept uit te werken dat dus geregeld wordt door CAO nummer 109. Nu, het feit dat dat dus wordt geregeld door CAO nummer 109, door een collectieve arbeidsovereenkomst, heeft wel een belangrijk gevolg voor wat betreft het toepassingsgebied van die regeling en voor de vraag voor wie voor welke onderneming of werkgevers die regeling nu precies relevant is. Het feit dat het wordt geregeld bij een collectieve arbeidsovereenkomst heeft namelijk het gevolg dat enkele werkgevers in de privésector aan die regeling onderworpen zijn en dat werknemers uit de publieke sector zich niet op die regeling kunnen gaan beroepen. In de wet eenheidsstatuut was oorspronkelijk voorzien dat er voor de publieke sector toch een afzonderlijke wettelijke regeling zou worden uitgewerkt en dat in afwachting daarvan eigenlijk de bestaande regelingen, dus enerzijds voor arbeiders het willekeurig ontslag en anderzijds voor de bedienden het gemeenverbintenissenrecht eigenlijk van toepassing zou blijven. Nu, het Grondwettelijk Hof heeft daarover geoordeeld in 2016 dat dat nog steeds een discriminatie uitmaakt en heeft eigenlijk aan de hoven en rechtbanken de opdracht gegeven, als het ware, om ervoor te zorgen dat ook in de publieke sector de rechten van de werknemers gevrijwaard worden door eigenlijk de principes van CAO nummer 109 ook toe te passen. Vandaar dat we eigenlijk in de praktijk zien dat, hoewel die regeling strikt genomen niet van toepassing is op de publieke sector, dat de hoven en rechtbanken die principes toch naar analogie toepassen. Enerzijds voor wat betreft de criteria om te beoordelen of een ontslag al dan niet rechtmatig is,
Anderzijds ook voor wat betreft de begroting van de schadevergoeding die eventueel wordt toegekend in geval van een onregelmatig ontslag. Tweede aandachtspunt, als we kijken naar voor wie die regeling precies relevant is, betreft eigenlijk het feit dat er in de CAO nummer 109 een belangrijke uitzondering is voorzien. Met name dat die regeling niet van toepassing is op het ontslag van werknemers, waarvoor de werkgever eigenlijk een specifieke procedure moet naleven. Enerzijds kan die specifieke procedure eigenlijk gekoppeld zijn aan de hoedanigheid van de werknemer. Men kan denken aan de personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of bijvoorbeeld de preventieadviseur. Daarvoor moet men een specifieke procedure volgen als we die als werkgever willen ontslaan. In dat geval gaat het risico van CAO nummer 109 niet spelen. Anderzijds kan die specifieke procedure die moet worden nageleefd ook het gevolg zijn van de hoedanigheid van de werkgever zelf. Als men als werkgever tot een sector behoort waar op sectoraal niveau een specifieke ontslagprocedure is voorzien bij CAO, dan gaat men bijvoorbeeld die procedures of gaat men die risico's van CAO nummer 109 ook niet lopen. Een klassiek voorbeeld daarvan is de verzekeringssector, waar men een vrij omslachtige procedure heeft als men tot ontslag wil overgaan. Werknemers in de verzekeringssector zullen met andere woorden geen schadevergoeding kunnen vorderen op basis van CAO nummer 109. Zij zullen zich wel nog steeds kunnen beroepen op het gemeenverbintenisrecht en eventueel een schadevergoeding vorderen wegens misbruik van ontslagrecht. Maar in de praktijk zien we toch dat dat minder evident is en zij zullen bewijs moeten leveren van een fout, van hun schade en van het kausaal verband tussen die fout en die schade. Dat is minder evident dan een schadevergoeding te vorderen op basis van CAO nummer 109. Dus dat voor wat betreft de vraag op wie die regeling van toepassing is. Het is dus met andere woorden belangrijk dat u als onderneming natuurlijk weet, ja, tot welke sector behoren wij, wat is er op sectoraal niveau eventueel geregeld met betrekking tot het ontslag en bestaat daar eventueel een specifieke procedure. En uiteraard moet u zelf ook nagaan of er op ondernemingsniveau binnen uw onderneming eventueel een CAO bestaat waarin een specifieke ontslagprocedure is opgenomen, vermits in dat geval de risico's van CAO nummer 109 niet zullen spelen. Wat de inhoud betreft dan, heeft de CAO nummer 109 eigenlijk voor twee grote krachtlijnen gezorgd. Enerzijds heeft het een recht toegekend aan werknemers om de motieven van hun ontslag te weten te komen, door daar een specifiek verzoek voor te richten ten aanzien van hun werkgever. Anderzijds heeft het ook het recht gecreëerd voor werknemers om een schadevergoeding te vorderen wegens kennelijk onredelijk ontslag. Het is vooral die tweede component waar wij vandaag gaan op ingaan, ook omdat de financiële impact daarvan natuurlijk iets groter is. Indien de arbeidsrechtbank zal vaststellen dat er inderdaad sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag, dan kan er een schadevergoeding worden toegekend tussen de 3 en de 17 weken loon. Daarop zal mijn collega Estelle later vandaag nog terugkomen. Hieronder geef ik ook nog even de definitie van een kennelijk onredelijk ontslag mee, gewoon ter informatie. Het gaat dus om een ontslag dat is gebaseerd op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer, of die niet berusten op de noodwendigheden in zaken de werking van de onderneming, en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever. Dat blijft een vrij algemene definitie. En dat heeft natuurlijk in de praktijk voor heel veel casuïstiek gezorgd. Het is niet de bedoeling van dit webinar om heel specifiek in te gaan op geval tot geval en te beoordelen of er al dan niet sprake zou zijn van een kennelijk onredelijk ontslag. Het doel is eigenlijk een aantal praktische tips te geven die eigenlijk in elk dossier kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat er eventueel een schadevergoeding tot wegens kennelijk onredelijk ontslag zou worden opgelegd. Als we dan effectief de chronologie van de arbeidsrelatie aanvatten, dan moeten we eerst de vraag stellen wat u als onderneming kan doen tijdens de arbeidsrelatie om later eventueel problemen te gaan vermijden. En als gouden regel tijdens de arbeidsrelatie kunnen wij als advocaten eigenlijk alleen maar aanbevelen om zoveel mogelijk te documenteren. Dat documenteren, dat geldt enerzijds voor het HR-beleid dat u in de onderneming wil voeren, dus eigenlijk de bedrijfsregels die u wilt toepassen en die u ook afgedwongen of wilt kunnen afdwingen. Het gaat bijvoorbeeld om regels met betrekking tot het gebruik van internet tijdens werkuren, regels met betrekking tot het gebruik van de professionele inbox voor het versturen van privé-e-mails. Het gaat bijvoorbeeld om regels rond de kledij die men draagt op de werkvloer, regels omtrent het gebruik van de bedrijfswagen. Al die regels moet men of kan men dus best effectief documenteren in het CIJ policies, het arbeidsreglement, een personeelshandboek. Daarvoor kunnen verschillende instrumenten worden gebruikt en welk instrument het meest geschikt is, dat zal geval per geval moeten worden beoordeeld. Als u bijvoorbeeld een bepaalde regel wilt invoeren die u later opnieuw makkelijk wil kunnen wijzigen, dan zal het bijvoorbeeld aangewezen zijn om dat via een policy te gaan doen. Als u een juridisch sterkere bron wilt gebruiken en eventueel ook de werknemers wilt betrekken bij het tot stand komen van die regels,
dan kan u bijvoorbeeld best werken met het arbeidsreglement. Belangrijk is ook te weten, is dat u ervoor moet zorgen dat die regels tegenstelbaar zijn aan de werknemers. U moet er met andere woorden voor zorgen dat u kan bewijzen dat de werknemers kennis hebben genomen van die regels. Hoe kan u dat het beste doen? Wel, bij de onboarding van de werknemer kan u natuurlijk een kopie overmaken van die policy of van het arbeidsreglement of van het personeelshandboek. En u kan dan in de arbeidsovereenkomst een clausule opnemen waarin de werknemer eigenlijk uitdrukkelijk bevestigt dat hij een kopie van de betreffende policies heeft ontvangen. Op die manier zal u later die regels ook effectief kunnen afdwingen en zal u de sanctie of de niet-naleving ervan door de werknemer ook effectief kunnen sanctioneren, eventueel met inbegrip van een ontslag. Dus dat is eigenlijk de eerste gouden regel, het documenteren van het HR-beleid. En dat is toch een punt waarvan we zien dat dat bij heel wat ondernemingen onvoldoende gebeurt. En dat er bijvoorbeeld klachten zijn over het bepaald gedrag van de werknemer, die bijvoorbeeld inderdaad privé-e-mails verstuurt vanuit de professionele inbox of tijdens de werkuren aan het surfen is op het internet, dat men dat als werkgever aanklaagt. Maar wanneer wij dan de vraag stellen of er effectief een regel bestaat op ondernemingsniveau die dat verbiedt, dat daar vaak het antwoord schuldig op moet worden gebleven. En dat verzwakt uiteraard de positie van de werkgever indien men omwille van dat ontslag, omwille van dat gedrag, later eventueel tot ontslag zou willen overgaan. Het tweede aspect van het documenteren is het documenteren van een personeelsdossier. U moet inderdaad best een personeelsdossier samenstellen voor elke werknemer tijdens de arbeidsrelatie, waarin u eigenlijk alle belangrijke incidenten en gebeurtenissen met betrekking tot die werknemer gaat documenteren, opdat u eigenlijk over een spoor beschikt, een bewijs beschikt van de feiten die eventueel later aan de basis zouden kunnen liggen van zijn ontslag. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het gedrag van de werknemer, maar ook bijvoorbeeld omtrent zijn functioneren, zijn geschiktheid voor de job. Ook daarover kan u best bewijs en sporen verzamelen en bijhouden in het personeelsdossier, opdat u die elementen later zou kunnen gebruiken, eventueel in het kader van die gerechtelijke procedure, indien de werknemer zijn ontslag zou betwisten. Hoe stelt u dat personeelsdossier samen? Nu, daar bestaan verschillende instrumenten voor. Het meest tegensprekelijke instrument zijn de periodieke of jaarlijkse evaluaties met de werknemer. Het is niet verplicht om zo'n jaarlijkse evaluaties te houden, maar in de praktijk zien we wel dat daar veel belang aan wordt gehecht. Als er evaluaties voorhanden zijn en indien daar bepaalde tekortkomingen of bepaalde incidenten zijn in opgenomen, dan gaat de rechtbank, de arbeidsrechtbank, daar vaak veel belang aan hechten en dat als een belangrijk element in rekening nemen voor de beoordeling van de al dan niet kennelijke onredelijkheid van het ontslag. Let daarbij wel op dat die evaluaties voldoende concreet zijn. Vermijd dat die evaluaties als het ware één op één inwisselbaar zijn tussen werknemers. Noteer daar dus met andere woorden concrete voorbeelden in van feiten of van bepaalde incidenten die zich hebben afgespeeld met de werknemer in het voorbije jaar. Zorg er ook voor dat die evaluaties voldoende objectief zijn. Dat is iets dat we in de praktijk ook vaak zien, dat die evaluaties vaak eigenlijk vrij positief zijn, een vrij positieve beoordeling bevatten. Enerzijds omdat men natuurlijk de werknemer gemotiveerd wil houden en niet al te veel wil bruskeren, zeker op momenten dat er eigenlijk in de arbeidsrelatie nog weinig problemen zijn. Maar als u natuurlijk met heel positieve evaluatieformulieren zit, dan kan dat natuurlijk afbreuk doen aan andere elementen die men zou verzameld hebben om eventueel bijvoorbeeld de underperformance of de geschiktheid van de werknemer te gaan aantonen. En vaak gaat in het kader van de gerechtelijke procedure, zoals net al gezegd, toch wel veel waarde worden gehecht aan die evaluaties. Dus zorg ervoor, als u die evaluaties houdt, dat die voldoende objectief zijn. Zorg er ook voor dat u kan bewijzen dat die evaluaties effectief hebben plaatsgevonden. De meest eenvoudige optie is door het evaluatieformulier aan het einde van het evaluatiemoment te laten ondertekenen door de werknemer. Nu, in sommige gevallen zal de werknemer dat natuurlijk niet willen doen, als de evaluatie niet zo positief verlopen is. Maar ook in dat geval moet u ervoor zorgen dat u kan bewijzen dat die evaluatie heeft plaatsgevonden. U kan dan bijvoorbeeld zeggen tegen de werknemer, u kan tekenen, maar enkel ter bevestiging van het feit dat die evaluatie heeft plaatsgevonden. U kan erbij aangeven dat u niet akkoord bent met de inhoudelijke beoordeling. Of een andere optie is bijvoorbeeld na het evaluatiemoment per e-mail een kopie van het definitieve evaluatieformulier over te maken, waarbij u dan in de e-mail verwijst naar het evaluatieformulier in bijlage en naar het evaluatiegesprek, waar u in de e-mail ook de actiepunten of de verbeterpunten nog even samenvat die tijdens de evaluatie zijn besproken en waar u nu voorts verwijst eigenlijk naar de punten die zijn besproken tijdens het evaluatiemoment. Op die manier zal u dus inderdaad, indien het later tot een gerechtelijke procedure komt, kunnen bewijzen dat die evaluatie heeft plaatsgevonden en dat tijdens die evaluatie inderdaad bepaalde actiepunten en verbeterpunten aan bod zijn gekomen.
Ander instrument om zo'n personeelsdossier samen te stellen zijn de schriftelijke verwittigingen. Dat gaat vooral relevant zijn of interessant zijn als er zich inderdaad incidenten, bepaalde fouten en gedragingen hebben voorgedaan door de werknemer. Gaat minder gebruikt worden als het gaat om minder ernstige gebeurtenissen. Zorg ervoor, als u toch beslist om zo'n schriftelijke verwittiging te versturen naar de werknemer, dat dat bij aangetekend schrijven gebeurt opnieuw, dat u daarvan het bewijs heeft in het kader van een latere procedure. Als u een minder formeel instrument wil gebruiken, dan kan u natuurlijk ook mondeling feedback geven aan de werknemer en terugkoppelen met betrekking tot bijvoorbeeld een bepaald gedrag. Maar zorg er in dat geval voor dat u die mondelinge feedback steeds schriftelijk bevestigt. Stuur bijvoorbeeld volgend op het gesprek een e-mail waarin u verwijst naar het gesprek, waarin u opnieuw kort samenvat wat er werd besproken en waarin u aangeeft wat u eigenlijk voor de toekomst van de werknemer verwacht. Dergelijke schriftelijke bevestigingen gaan eigenlijk in het kader van de gerechtelijke procedure meer waarde hebben, omdat daaruit blijkt dat ze eigenlijk al in tempore non suspecto werden overgemaakt aan de werknemer. Dat heeft meer waarde dan wanneer men later bijvoorbeeld in een schriftelijke verwittiging zou verwijzen naar heel veel verschillende mondelinge besprekingen die in het verleden al hebben plaatsgevonden. Andere mogelijkheid om dat personeelsdossier samen te stellen, of een ander nuttig element dat deel uit kan maken van het personeelsdossier, zijn eventuele klachten van collega's, klachten van klanten. Als een collega bij u mondeling feedback komt geven over bijvoorbeeld het gedrag van een bepaalde werknemer, over het feit dat hij bepaalde afspraken niet heeft nagekomen, of als bijvoorbeeld een klant aanklaagt dat deadlines niet werden nageleefd of afspraken niet werden nagekomen, dan kan u best vragen aan die collega of aan die klant om de klacht en de melding als het ware ook even per e-mail over te maken. En dan kan u die e-mail ook toevoegen aan het personeelsdossier, opdat u daar effectief een spoor van heeft. Dus dat zijn de verschillende instrumenten. Zo op het eerste gezicht en op het ogenblik dat eigenlijk alles goed gaat in de arbeidsrelatie, kan dat vrij formalistisch overkomen, maar dat is toch wel een cruciale aanbeveling dat wij willen geven. Hecht daar voldoende belang aan het samenstellen van het personeelsdossier, omdat we zien dat dat in de praktijk heel vaak niet gebeurt door werkgevers en dat heel veel dossiers in zaken kennelijk onredelijk ontslag net verloren worden omwille van het feit dat er onvoldoende bewijs is voor de motieven die eigenlijk aan het ontslag ten grondslag liggen. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd van ja, we hebben die persoon ontslagen omdat we niet tevreden zijn over zijn prestaties. Hij is onvoldoende performant. En als we dan vragen, en waaruit blijkt dat, kan u dat aantonen? Dan is vaak het antwoord, ja, we hebben niet echt concrete bewijs daarvoor, maar dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij nooit promotie heeft gekregen. Natuurlijk, als we dat argument voor de rechtbank gaan gebruiken, dan gaat dat heel moeilijk stand houden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een werknemer die veelvuldig te laat is gekomen, die daarvoor wordt ontslaan. En als we dan de vraag stellen van ja, en heb je die werknemer daarop gewezen? Dan gaat er vaak gezegd worden, ja, we hebben dat mondeling gedaan en hij wist dat hij op tijd moest komen. Maar natuurlijk, wanneer naar de rechtbank wordt getrokken, gaat dat weinig waarde hebben, die mondelinge waarschuwingen. Vandaar dat het van belang is dat u inderdaad voor schriftelijke sporen zorgt en dat u een goed onderbouwd personeelsdossier samenstelt. Welk instrument u dan best gebruikt? Ja, dat gaat afhangen van geval tot geval. Als het bijvoorbeeld gaat om een werknemer die veelvuldig afwezig is wegens ziekte, dan gaat die ziekte as such geen geldig motief zijn voor het ontslag. Maar u kan die persoon eventueel wel ontslagen omdat die veelvuldige afwezigheden de werking van de onderneming verstoren. Dat is wel een geldig ontslagmotief, maar dan zal u moeten kunnen aantonen voor de rechtbank dat de werking van de onderneming daadwerkelijk verstoord wordt. Hoe kan u dat doen? U kan dat doen door bijvoorbeeld de klachten van werknemers die bijvoorbeeld klagen over de werkdruk of die bijvoorbeeld klagen over het slecht functioneren van een bepaalde afdeling, omdat die afdeling op dat ogenblik onderbemand is, om die klachten schriftelijk te gaan laten bevestigen en bijvoorbeeld toe te voegen aan het personeelsdossier. Hetzelfde geldt voor klachten van klanten die bijvoorbeeld aanklagen dat bepaalde deadlines niet worden gerespecteerd. Ook op die manier kan u dat toevoegen aan het personeelsdossier en kan u dus daarvoor de nodige bewijzen verzamelen om dus later voor de rechtbank die verstoring van de werking van de onderneming te gaan aantonen. Als een werknemer bijvoorbeeld ontoereikende commerciële prestaties levert, ja, dat is iets dat klassiek in het kader van de evaluaties gaat worden besproken. Zorg ervoor dat dat dus voldoende concreet wordt gedocumenteerd in die evaluatieformulieren. U kan eventueel ook een performance improvement plan opleggen, daarop kom ik later nog terug. En natuurlijk ook de tussentijdse feedback die u geeft aan de werknemer. Als u die mondeling geeft en tijdens opvolggesprekken, zorg er altijd voor dat u dat schriftelijk bevestigt per e-mail na de vergadering. Als het echt de spuigaten uitloopt, kan u natuurlijk een meer formele verwittiging versturen en om daar inderdaad het nodige bewijs van te verzamelen. Als de werknemer zich schuldig maakt aan ongepast gedrag, specifieke incidenten, ja, de meest strenge of verregaande instrumenten om dat te gaan aantonen zijn natuurlijk de formele verwittigingen. Eventueel kan het ook aan bod komen in de evaluatieformulieren. Als daarover klachten komen van collega's die bijvoorbeeld melding komen maken van ongepast gedrag,
laat die klacht ook effectief bevestigen per e-mail, zodat u daar een bewijs van heeft. Moeilijker zijn natuurlijk de gevallen waar we zo een beetje in een grijze zone schippert, waar men bijvoorbeeld vindt, ja, die werknemer die past niet echt binnen de bedrijfscultuur. We willen daar eigenlijk afscheid van nemen. Ook dat zal u op een of andere manier moeten kunnen aantonen, in welke mate hij eigenlijk niet binnen de bedrijfscultuur past. Daarvoor kan u dan bijvoorbeeld opnieuw gebruik maken van die evaluatieformulieren. Opnieuw, mondelinge feedback gaat daar vaak over worden gegeven, maar zorg er dan voor dat die schriftelijk wordt bevestigd. En hetzelfde als daarnet, als er eventueel klachten komen van collega's, vraag altijd om die klacht schriftelijk te bevestigen. Op die manier beschikt u daarvoor ook over de nodige bewijs. Dus dat eigenlijk wat het normaal verloop van de arbeidsrelatie betreft, zonder dat er eigenlijk wordt vooruitgedacht aan een mogelijk ontslag. Wat moet u doen als de samenwerking toch niet vlot en u inderdaad overweegt om tot ontslag over te gaan? Vanzelfsprekend wordt het dan nog belangrijker om goed te gaan documenteren. U zal namelijk best kunnen aantonen dat er een bepaalde gebeurtenis, een bepaald incident of bijvoorbeeld een bepaalde evaluatie de uiteindelijke druppel is geweest om tot ontslag over te gaan. En in dat geval zal u daar uiteraard ook het nodige bewijs van moeten kunnen voorleggen. Ga daarbij ook niet overhaast te werken. Dat kan begrijpelijk zijn, dat bijvoorbeeld een werknemer die onwettig afwezig is, dat men beslist om onmiddellijk tot ontslag over te gaan. In dat geval is het aangewezen om eerst contact te proberen opnemen met die werknemer. Als dat niet lukt, een aangetekende brief te versturen waarin u wijst op de onwettige afwezigheid en vraagt om die afwezigheid te staven en het werk opnieuw te hervatten. En ga pas nadien, indien ook daar geen gevolg aan wordt gegeven, over tot ontslag. Hetzelfde kan bijvoorbeeld het geval zijn als een werknemer veelvuldig te laat is of veelvuldig afwezig is zonder te verwittigen. Is het begrijpelijk dat u als werkgever misschien in een opwelling reageert om die persoon dan inderdaad aan de deur te zetten. Maar ga daarbij toch ook niet overhaast werken. Kijk na of u inderdaad voldoende schriftelijke bewijzen heeft voor dat te laat komen. En als dat niet het geval is, stuur eerst een schriftelijke verwittiging waarin u wijst op wat te laat komen, waarin u verwijst naar de eerdere keren dat de werknemer te laat is gekomen. En pas indien de werknemer naar een volgende nogmaals laat komt, kan u met een beter onderbouwd dossier overgaan tot ontslag en zullen de risico's veel beperkter zijn. Kleine nuanceringen, als ik zeg geen overhaaste beslissing nemen, let wel op de anciëniteit van de werknemer. Het is zo dat CAO nummer 109 niet van toepassing is op werknemers met minder dan 6 maanden anciëniteit. Dus dat kan eventueel wel een overweging zijn waar men rekening mee moet houden indien men al of niet sneller tot een beslissing wil overgaan. Als u dan inderdaad de intentie heeft om tot ontslag over te gaan, is het ook belangrijk dat u blijft handelen conform de bedrijfscultuur. U moet ervoor zorgen dat het niet duidelijk is dat u als het ware ontslagmotieven in elkaar heeft gestoken. Als u bijvoorbeeld binnen de onderneming niet de traditie heeft om periodieke evaluaties te organiseren. En plotseling gaat u met een werknemer die 10 jaar anciëniteit heeft uit het niks een schriftelijke of een periodieke evaluatie houden die eigenlijk volledig negatief is en 2 dagen later gaat men tot ontslag over. Ja, dan gaat de waarde van die evaluatie natuurlijk veel minder zijn en gaat de werknemer makkelijk kunnen aantonen dat men eigenlijk zijn ontslagmotieven als het ware in scène heeft willen zetten. En dat los van of dat die ontslagmotieven en bijvoorbeeld die underperformance al dan niet terecht was. Vandaar blijf handelen conform de bedrijfscultuur. En als men bijvoorbeeld geen andere elementen heeft om die underperformance aan te tonen, dan kan het nuttig zijn om als laatste redmiddel als het ware een performance improvement plan op te leggen, waarin u heel concrete actiepunten, heel concrete targets gaat opleggen aan de werknemer en waarin u ook periodiek de naleving of het behalen van die targets gaat evalueren. Of dat nuttig is, dat hangt altijd af van de globale beoordeling van het dossier. Als u geen andere elementen heeft om bijvoorbeeld de underperformance aan te tonen, dan kan dat een geschikt instrument zijn. Als u wel voldoende elementen heeft, of toch zekere elementen heeft om die underperformance aan te tonen, en de beslissing om te ontslaan is eigenlijk al genomen, dan zou ik eerder aanraden om niet nogmaals een performance improvement plan op te leggen, omdat natuurlijk altijd het risico bestaat dat de werknemer die targets wel behaalt en dat men eigenlijk aan het einde van dat performance improvement plan als werkgever in een minder gunstige positie staat dan voordien. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat als we zo'n performance improvement plan opleggen, dat er toch ook de nodige tijd moet worden gegeven aan de werknemer om daar gevolg aan te geven en dat men met andere woorden in zekere zin ook daaraan gebonden is en niet zomaar onmiddellijk tot ontslag zal kunnen overgaan indien men dan uiteindelijk toch die beslissing zou hebben genomen. Laatste punt wat betreft het ogenblik dat men eigenlijk beseft van oké, we gaan toewerken naar een exit. Wat kan u dan doen of wat raden wij dan aan? Dat is dat u zelf ook al eens
gaat anticiperen op een verzoek tot ontslagmotivering. En dat u zelf als werkgever als het ware in de stoel van de rechter kruipt en gaat nadenken van oké, wat zijn de ontslagmotieven die wij hier gaan inroepen? Ten eerste zijn dat geldige ontslagmotieven. En welke objectieve elementen hebben wij ter ondersteuning van die motieven? Hebben wij effectief voldoende bewijs waarmee wij die ontslagmotieven kunnen aantonen? Hebben wij bijvoorbeeld enkel subjectieve verklaringen van collega's? Hebben wij de werknemer geconfronteerd met die elementen? Dat is natuurlijk niet verplicht, maar als u zich bijvoorbeeld zou beroepen op een bepaald incident of het gedrag van de werknemer, dan is het natuurlijk wel aangewezen dat men de werknemer daarmee heeft geconfronteerd. Dus maak met andere woorden een objectieve analyse van het dossier, vooraleer men inderdaad overgaat tot ontslag. En probeer zelf op voorhand te gaan anticiperen op zo'n verzoek tot ontslagmotivering en in te schatten op welke manier u eigenlijk het ontslag zou gaan rechtvaardigen indien daartoe een verzoek komt van de werknemer. Volgende fase dan. U heeft inderdaad de beslissing genomen om tot ontslag over te gaan. Hoe pakt u dat ontslag zelf best aan? Sterk aangewezen om een ontslaggesprek te organiseren met de werknemer, waarin u best ook die ontslagmotieven mondeling gaat toelichten. We zien in de praktijk toch wel dat wanneer dat niet gebeurt, zeker als er geen ontslaggesprek gebeurt, dat vaak de werknemer toch tegen de schenen schopt en vaak een bijkomende trigger gaat zijn om dat ontslag toch te gaan aanvechten. Als u die ontslagmotieven mondeling hebt toegelicht tijdens het gesprek, dan kan u effectief ook best verwijzen naar dat gesprek in de ontslagbrief en verwijzen naar de redenen voor het ontslag zoals toegelicht. Dat gaat vaak inderdaad ook in overweging genomen worden, enerzijds door de werknemer, maar anderzijds ook door de rechtbank indien het tot een procedure zou komen. Wees ook consequent in de exitdocumenten. Volgend op het ontslag van de werknemer gaat u een aantal documenten moeten opstellen, waaronder vooral het C4-formulier is het meest gekende. In dat C4-formulier gaat u ook een reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moeten vermelden. Wees daarin consequent. Als u tegen de werknemer heeft gezegd dat hij wordt ontslagen omwille van zijn underperformance, vermeld dan in het C4-formulier niet interne herstructurering of interne reorganisatie, maar wees daarin consequent, omdat natuurlijk later dat niet kan worden gebruikt door de werknemer als element om de ontslagmotieven onderuit te gaan halen. Is het nuttig om tijdens het ontslaggesprek een dading voor te leggen aan de werknemer? Dat kan, ja. Maar dat zal natuurlijk ook afhangen van geval tot geval. Als de werknemer wordt ontslagen omwille van zijn gedrag, een incident, en hij daar a priori het daar niet mee eens is, dan zal het natuurlijk weinig kans hebben dat hij bereid zal zijn om tijdens het ontslaggesprek al een dading te gaan ondertekenen. Als de werknemer daarentegen wordt ontslagen omwille van organisationele redenen of operationele redenen en zich misschien ergens ook wel in de redenen kan vinden voor het ontslag, dan kan het wel nuttig zijn om tijdens het ontslaggesprek al een dading voor te leggen aan de werknemer. Aan te geven van kijk, wij als onderneming hebben de intentie om op goede voet te vertrekken. En we hebben bijvoorbeeld de bedoeling om, of wij zijn bereid om bijvoorbeeld de bedrijfswagen nog een aantal maanden te laten gebruiken. Of bijvoorbeeld een bijkomende beëindigingsvergoeding te betalen, mits ondertekening van een dading. Let daarbij ook wel op voor wat betreft de timing van het tekenen van die dading. Ook daar zal u rekening moeten houden met het precieze exit-scenario. Als u een dading of indien u de arbeidsovereenkomst beëindigt met een opzeggingstermijn, dan zal in principe slechts een dading kunnen worden ondertekend op het ogenblik dat de opzegging uitwerking heeft gekregen. En dat is de derde werkdag na het verzenden van de aangetekende brief. Dus in dat scenario zal u tijdens het ontslaggesprek nog niet meteen een dading kunnen laten ondertekenen door de werknemer. Als u de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigt, dan kan dat wel tijdens het ontslaggesprek. En dan is het wel best om tijdens of in de dading uitdrukkelijk aan te geven van volgend op het ontslag hebben de werkgever en de werknemer onderhandeld over de beëindigingsmodaliteiten en zij wensen die beëindigingsmodaliteiten bevestigen in de dading. Op die manier is het duidelijk dat de dading werd ondertekend na het ontslag en kan de geldigheid van de dading nadien niet meer worden betwist door de werknemer. Ik denk dat ik daarmee mijn deel heb afgesloten en dat we bij de eerste vraag zijn gekomen. Die luidt als volgt. Dus welke werknemer kan geen schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag vorderen? U heeft daarbij 4 opties, waarbij u dus de meest juiste optie moet aanvinken. Normaal gezien zou de poll daarvoor nu worden geopend. En dan geef ik hierna graag het woord aan mijn collega Estelle. Voilà, donc les résultats sont rentrés, vous avez répondu aux questions et donc effectivement c'était la troisième réponse qui était la bonne réponse, c'est le travailleur avec moins de 6 mois d'ancienneté qui peut effectivement pas demander qui ne peut pas demander une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. Alors venons-en maintenant
à la deuxième partie de ce séminaire, puisque j'avais dit que le séminaire était structuré en fait en deux parties. Une partie relative à la préparation du dossier de licenciement et au licenciement même, et une deuxième partie dans laquelle nous nous situons après le licenciement, parce que vous ayez ou pas un bon dossier de licenciement, bien évidemment, le travailleur a certains droits qui sont liés à ce licenciement et il y a certains risques qui peuvent se présenter pour vous en tant qu'employeur. Alors, quand on parle des droits du travailleur dans le cadre de la CCT numéro 109, il y en a principalement deux. D'une part, le travailleur peut demander les motifs concrets de son licenciement. Et puis d'autre part, qu'il les ait demandés ou non, s'il n'est pas d'accord avec ces motifs, il peut toujours encore introduire une procédure judiciaire pour réclamer une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. Et donc, nous allons ici étudier un peu les deux droits. Donc, le droit de demander les motifs et puis le droit de réclamer une indemnité par la suite dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et là, également, vous donner quelques best practices pour limiter les risques liés à un potentiel licenciement, un licenciement manifestement déraisonnable. Alors, vous le savez très certainement parce que dans votre pratique, vous y êtes probablement confronté régulièrement, mais on vous le rappelle ici brièvement. Donc, le travailleur qui a été licencié peut demander par courrier recommandé les motifs de son licenciement, soit s'il a été licencié avec effet immédiat dans les 2 mois de son licenciement, s'il a été licencié avec préavis dans les 6 mois de la notification du préavis, mais avec maximum 2 mois après la fin effective du contrat. Comme je le disais, il doit le faire par courrier recommandé, mais il est également admis que le syndicat ou le conseil, l'avocat du travailleur peuvent également demander à sa place les motifs du licenciement, pour autant qu'il respecte les conditions de forme et les délais qui sont imposés. Alors, en tant qu'employeur, si vous recevez une telle demande, vous avez en fait 2 mois à partir de la réception, enfin, à partir du 3e jour ouvrable qui suit la réception, pour répondre à la demande du travailleur et motiver concrètement le licenciement. Et vous devez également le faire par courrier recommandé en veillant bien à respecter les règles en matière d'emploi des langues. Alors, quand il s'agit maintenant de rédiger le courrier de motivation du licenciement, veillez à être concret et précis. Il faut bien indiquer les motifs qui ont conduit au licenciement du travailleur et qui lui permettent de comprendre pourquoi il a été licencié. Donc, les formules stéréotypées, par exemple, ne seront pas comme ne convient plus aux exigences de la fonction, mais sans donner des exemples concrets, ne répondent pas à cette exigence. Par ailleurs, la lettre de motivation du licenciement, mais ne doit pas être aussi précise, par exemple, qu'une lettre de licenciement pour motif grave, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de ne pas reprendre tous les faits dans la lettre de motivation du licenciement. Vous pouvez toujours encore, si par la suite il y a une procédure judiciaire, invoquer d'autres motifs ou d'autres exemples. Par exemple, vous rédigez une lettre et vous motivez la décision de licenciement par l'incompétence du travailleur, vous pouvez donner toute une série d'exemples. Il n'est pas interdit de donner d'autres exemples par la suite dans le cadre de la procédure judiciaire. Mais attention si vous revenez totalement sur le motif qui était invoqué dans la lettre de licenciement, de motivation du licenciement. En effet, imaginons que dans la lettre, vous indiquiez que le travailleur a été licencié parce qu'il ne réalisait pas bien ses tâches et qu'ensuite, vous indiquez dans le cadre d'une procédure judiciaire que non, en réalité, le travailleur a été licencié car il y a une réorganisation interne, vous pourriez alors on pourrait alors considérer en fait que vous n'avez pas répondu à la demande du travailleur parce que vous n'avez pas communiqué finalement les motifs concrets et précis justifiant le licenciement du travailleur. Et vous pourriez alors être redevable de l'amende de 2 semaines de rémunération, l'amende qui est donc due si vous n'avez pas répondu à la demande du travailleur. Donc ici, le conseil, c'est toujours d'être précis, d'être concret, d'invoquer les vrais faits et surtout, et ça c'est un peu le fil de toute notre présentation, c'est d'être cohérent. Comme le disait Marnix, si vous indiquez un motif dans le C4, il faut que ce soit aussi le motif de licenciement qui a été communiqué au travailleur. C'est le motif de licenciement qu'on va retrouver dans la lettre de motivation du licenciement et qu'on va retrouver dans la procédure judiciaire. Comme je le disais, on ne doit pas tout de suite donner tous les exemples, tous les faits qui se sont produits, mais il faut que le motif en tant que tel reste le même. Si vous avez licencié quelqu'un pour incompétence, si vous avez licencié quelqu'un pour réorganisation, il faut que ce motif reste le même à toutes les étapes de la procédure. Alors,
Si vous recevez une demande, mais vous avez déjà spontanément motivé le licenciement, par exemple dans la lettre de licenciement même, ce qui est tout à fait possible, alors vous n'êtes plus obligé de répondre à la demande du travailleur, parce que, excusez-moi, parce que vous avez alors déjà en fait communiqué les motifs concrets du licenciement. Et là, c'est un peu à vous de voir. Est-ce qu'on est dans un dossier où ça vaut la peine de déjà communiquer d'initiative les motifs, comme le disait Marnick, si vous avez eu un entretien avec le travailleur, vous lui avez déjà indiqué les motifs concrets, pourquoi pas les reprendre dans la lettre? C'est tout à fait possible, mais de nouveau, si vous indiquez les motifs dans la lettre de licenciement même et que vous n'attendez pas une demande du travailleur, mais évitez les formules stéréotypées. Donc, si vous mettez dans la lettre de licenciement, ben, on vous a licencié pour incompétence, si vous recevez par la suite une demande du travailleur, cette simple mention dans la lettre de licenciement ne sera pas considérée comme suffisante comme motivation concrète et précise du licenciement, et donc il sera nécessaire de remotiver de manière concrète et précise le licenciement. Donc, si vous avez l'opportunité, soyez tout de suite concret, précis dans la lettre du licenciement. Veillez toujours au respect de la procédure, donc au respect du délai de réponse et aux formes. Et comme je le disais, être précis, ça c'est vraiment le mot-clé ou le maître mot dans le cadre de la motivation du licenciement. Alors, une fois qu'on est, donc comme je le disais, il y a ce premier droit, le droit d'être informé des motifs du licenciement. Et puis, une fois qu'on a passé cette étape, le travailleur, par exemple, a demandé les motifs, il n'est pas satisfait avec ces motifs ou il ne les a pas demandés, se pose maintenant la question du droit du travailleur d'introduire une procédure judiciaire. Alors, comme vous le savez, le délai de prescription pour introduire une procédure est d'1 an à partir de la fin du contrat de travail. Donc, pendant 1 an, vous êtes susceptible d'avoir une réclamation de la part du travailleur. Et bien, même si vous avez un très bon dossier de licenciement et vous avez préparé le licenciement comme il le fallait, une fois que le licenciement est fait, ben, le dossier, quelque part, ne s'arrête pas là. Parce qu'effectivement, et comme je disais, il faut rester cohérent et il faut également se comporter et agir conformément aux motifs qui ont été invoqués. C'est-à-dire, et là, je vais vous donner un exemple très concret que nous avons eu récemment, mais une personne est licenciée pour réorganisation. On a de bons éléments de preuve pour démontrer cette réorganisation. Et puis, 2 semaines plus tard, alors qu'en fait, les choses n'ont pas changé, on décide de réengager quelqu'un pour la même fonction. Forcément, le travailleur l'apprend, il envoie une lettre à son employeur, et donc là, ben, on n'a pas été cohérent, et effectivement, ça pourrait être problématique dans la justification et la motivation du licenciement. Donc, c'est très important, et surtout dans des motifs que vous invoquez, par exemple, relatifs à une réorganisation. Les choses peuvent changer, les circonstances peuvent bien évidemment changer, mais si les circonstances n'ont pas changé, restez cohérent au moins pendant cette période d'1 an où le travailleur pourrait encore introduire une procédure. Et si les choses changent, ce qui est tout à fait possible, mais documentez-le également. Documentez pourquoi, à telle date, il était nécessaire de licencier le travailleur, mais 3 ou 4 mois plus tard, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui justifierait, par exemple, le fait de réengager, de réembaucher quelqu'un pour la même fonction. Alors, qu'est-ce que le travailleur peut réclamer devant le tribunal en lien avec la CST numéro 109? C'est l'amende civile forfaitaire. Si vous n'avez pas répondu dans les temps, par exemple, ou vous n'avez pas répondu à sa demande de motivation du licenciement, mais c'est également l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable de 3 à 17 semaines. Et dans les faits, on voit généralement que c'est demandé à titre principal ou subsidiaire en fonction des autres demandes du travailleur, puisque l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, et nous y reviendrons par la suite, n'est pas cumulable avec toute une série d'autres indemnités. Et donc, ce que nous voyons dans la pratique, c'est que le travailleur va d'abord demander une indemnité plus élevée, par exemple une indemnité de protection de 6 mois, et alors à titre subsidiaire, si celle-ci n'est pas accordée, alors une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. Alors, Marnick, si vous l'avez déjà indiqué, donc la notion de licenciement manifestement déraisonnable, donc c'est un licenciement qui n'est pas fondé sur l'attitude ou l'aptitude du travailleur, qui n'est pas non plus lié aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise et qui n'aurait pas été décidé par un employeur normal et raisonnable, finalement placé dans les mêmes circonstances. Alors, je vous rappelle ici cette notion parce que nous allons voir maintenant plus en détail, sur la base également de jurisprudence, les motifs qui ont été invoqués par l'employeur et les motifs qui ont été retenus comme étant valables par le tribunal et les motifs qui ont été rejetés, parce que nous pensons effectivement que le fait d'analyser
des cas précis va également nous permettre d'apprendre des choses, de voir quelles erreurs ont été commises et comment ces erreurs peuvent être évitées par vous dans votre pratique pour s'assurer que le licenciement ne sera pas considéré comme manifestement déraisonnable ou en tout cas, puisqu'on ne peut jamais avoir la certitude, limiter les risques d'un tel licenciement. Alors, comme je le disais, le premier motif qu'on peut invoquer, ou la catégorie de motifs qu'on peut invoquer, c'est l'attitude ou la conduite du travailleur. Et donc là, vous avez 4 exemples de motifs qui tombent dans cette catégorie. Vous avez par exemple l'insatisfaction vis-à-vis du travail, une conduite ou une attitude inappropriée en entreprise vis-à-vis des collègues ou vis-à-vis des clients, le refus de travailler, le fait de ne pas vouloir réaliser certaines tâches, et puis également la tromperie ou la fraude. Et vous avez ici, et je ne vais pas commenter toutes les décisions parce que je pense que notre temps est malheureusement compté, mais vous avez ici quelques exemples concrets. Donc 3 où les motifs ont bien été acceptés et 3 où les motifs n'ont pas été acceptés et où l'employeur a donc été condamné à une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. Alors, parmi les cas où cela a bien été accepté, on a par exemple le tribunal du travail du Hainaut, et je vais revenir brièvement sur les faits. Donc, c'est une greffière employée par le SPF Justice, donc secteur public, qui travaillait pour le tribunal de première instance de Mons. Son employeur reçoit un rapport du parquet, une affaire qui avait été classée sans suite et dans laquelle elle était impliquée, pour usage de drogue et pour les contacts qu'elle avait eu à un dealer de drogue. Et sur la base de ce rapport et aussi du fait que l'employeur avait constaté une baisse de performance chez la travailleuse, décide donc de la licencier. Elle conteste son licenciement et invoque par analogie en fait les règles qui s'appliquent dans le cadre de la cité numéro 109 et donc dit que son licenciement n'est pas justifié. Et donc là, le tribunal va considérer que des faits de la vie privée, ici c'était la consommation de drogue, pas sur le lieu de travail, mais en dehors du lieu de travail, et la possibilité de s'associer à un dealer pour dealer de la drogue, étaient des faits que l'employeur pouvait invoquer, car cela avait un impact concret sur la fonction, cette greffière étant en contact avec des dossiers, ayant accès à des pièces, et donc son professionnalisme était remis en cause par ces faits. Et donc là, on avait un rapport officiel, un rapport de police, on avait également eu quelques avertissements pour des retards, et là, le tribunal a considéré que ces faits étaient suffisants pour justifier le licenciement de la travailleuse. On a également un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles pour manque de professionnalisme, un architecte qui est engagé et qui rate plusieurs délais, il reçoit plusieurs avertissements et l'employeur décide finalement de le licencier, il conteste son licenciement, il réclame une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, le tribunal la rejette. Pourquoi? Parce que même si ce n'était que des emails qui avaient été envoyés par son supérieur au travailleur et qu'il n'y en avait que 2, il démontrait néanmoins qu'il y avait un problème de fonctionnement chez le travailleur et un manque de professionnalisme, que le travailleur lui-même n'avait jamais répondu, ça je pense que c'est un élément important, à ces remarques, que celles-ci étaient donc considérées comme acceptées et que le licenciement se justifiait donc. Ce qu'on peut également retirer là comme élément important pour votre pratique, c'est si vous envoyez par exemple un avertissement et le travailleur répond, c'est de répondre encore également à cette réponse du travailleur, simplement pour montrer que vous contestez ce que le travailleur dit et que vous n'acceptez pas sa contestation de l'avertissement pour vous assurer de vous réserver finalement cette preuve de la mauvaise performance. Alors ici, très intéressant, dans les cas qui n'ont pas été acceptés par le tribunal et dans lesquels l'employeur a été condamné à une indemnité, je pense que le plus intéressant, c'est le tribunal du travail de Liège, avec la lettre de recommandation. Une vendeuse dans un magasin est licenciée suite à la plainte de plusieurs clients du fait qu'elle ne voulait pas les assister dans le cadre de la vente, ne leur a pas dit bonjour, etc. etc. Elle est licenciée pour ces raisons-là. C'est très clairement indiqué dans la lettre de licenciement. Mais après avoir été licenciée, l'employeur lui propose un contrat à durée déterminée et s'engage et lui remet également une lettre de recommandation dans laquelle il est indiqué qu'elle a toujours effectué son travail à la pleine satisfaction de son employeur et qu'on ne peut absolument rien lui reprocher. Et là, le tribunal dit, mais en fait, vous n'êtes pas cohérent. Il y a quelque chose qui ne peut pas être correct ici. Vous ne pouvez pas d'une part dire que son travail
n'était pas satisfaisant et qu'elle manquait de professionnalisme et que les clients étaient insatisfaits, et en même temps lui reproposer un emploi et lui remettre en fait une lettre de recommandation dans laquelle vous dites finalement qu'il n'y a jamais eu aucun problème dans la collaboration. Et donc là, c'est très important de rester cohérent. On a eu également un cas il y a quelques années où un travailleur avait été licencié pour une histoire de fraude. Il avait demandé, enfin on avait eu un accord, mais il avait demandé une lettre de recommandation. Et dans la lettre de recommandation, nous avons bien évidemment indiqué qu'il avait travaillé pour cet employeur de telle à telle date dans telle et telle fonction, mais nous n'avons rien dit de plus. Nous n'avons pas dit que son travail était extraordinaire, qu'on ne pouvait rien lui reprocher, qu'on était très content, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Donc de nouveau, ces cas de jurisprudence et surtout celui du tribunal du travail de Liège démontrent bien qu'il faut être très attentif aussi après la fin de la relation de travail, parce qu'en soi, probablement que les motifs auraient été acceptés par le tribunal, le fait que les clients ne sont pas contents et qu'il manque de professionnalisme, mais le fait que l'employeur lui-même se soit contredit par la suite avait bien évidemment pour résultat que son dossier de licenciement était déforcé et donc il a été condamné à une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. Soyez donc attentifs. Les preuves à conserver par rapport à l'attitude ou à la conduite du travailleur, mais c'est comme le disait déjà Marnix, au départ, c'est des évaluations négatives, c'est des plaintes de collègues, des comptes rendus de réunion, des courriers d'avertissement, des témoignages, des emails internes. Donc, il n'y a pas, enfin, la preuve est plutôt libre, donc vous pouvez produire en fait tous les documents qui peuvent servir, mais qui doivent bien évidemment être précis, objectifs, et dont on peut pouvoir identifier la source. Alors, dans le deuxième type de motifs qu'on peut invoquer dans le cadre du licenciement, ce sont les motifs qui sont liés en fait aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Et alors là, on peut faire la distinction entre deux sous-motifs, donc ceux qui sont liés à la personne du travailleur et qui ont un impact sur l'organisation, comme des absences répétées, ou alors qui ne sont pas du tout liés à la personne du travailleur, comme par exemple une réorganisation, une restructuration de l'entreprise qui s'applique donc à tous les travailleurs. Quant au motif de la nécessité de fonctionnement de l'entreprise, il faut apprécier cette nécessité à la date du licenciement. Donc, ne venez pas avec une nécessité de fonctionnement qui date d'il y a 2 ans et qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, ou une nécessité éventuelle future, mais qui n'est pas certaine aujourd'hui. Donc, il faut toujours apprécier les nécessités de fonctionnement si on invoque ce motif-là dans le cadre du licenciement à la date du licenciement. Là également, comme je vous disais, c'est toujours intéressant d'avoir égard à la jurisprudence. Et on a par exemple le tribunal du travail d'Anvers, un cas où un chauffeur qui a un permis de conduire spécial que personne d'autre n'a dans l'entreprise et qui doit assurer la formation des jeunes chauffeurs, mais ce monsieur est souvent absent pour des courtes périodes. Il remet toujours ses certificats médicaux le jour même pour reprolonger de 4 jours, de 5 jours, de 10 jours. Et donc, l'employeur se retrouve avec des problèmes d'organisation. Ici, le motif a été accepté par le tribunal. L'employeur n'a pas été condamné à une indemnité. Et qu'est-ce que l'employeur a apporté finalement comme preuve dans le cadre de la procédure et ce qui lui a permis de défendre son dossier? Mais c'est d'une part que le travailleur disposait d'un permis spécial, que personne d'autre n'avait ce permis et que donc ce travailleur n'était pas remplaçable facilement, qu'il devait assurer la formation et que son absence, personne n'assurait la formation des autres travailleurs, et que même si ces absences n'étaient pas injustifiées, en tout cas le fait d'être absent toujours pour de courtes périodes et de prévenir à la dernière minute avait un impact sur l'organisation du travail. Et tous ces éléments-là ont été pris en compte par le tribunal et ont été acceptés pour justifier le licenciement. Alors, un contre-exemple, c'est la Cour du travail de Liège. Un employeur demande à un bureau d'audit externe d'effectuer une enquête sur les salaires. Et ce bureau d'audit constate qu'en réalité, les salaires qui sont payés par cet employeur sont beaucoup trop élevés par rapport aux pratiques de marché. L'employeur propose alors de conclure un avenant avec tous les travailleurs prévoyant une baisse de la rémunération. La plupart des travailleurs acceptent, sauf une secrétaire qui dit non, moi je n'accepterai pas de baisse de ma rémunération, je n'accepte pas une rémunération moins élevée. Cette dame est alors licenciée. Le motif invoqué est la réorganisation, la restructuration de l'entreprise. Et là, la Cour ne va pas accepter le motif parce qu'elle va dire qu'en fait, l'employeur n'explique pas du tout pourquoi l'audit a été réalisé. Les chiffres de l'employeur sont très bons, donc les résultats commerciaux sont très bons. Il n'y a aucune nécessité de fonctionnement qui justifie en fait de baisser les salaires des travailleurs.
et donc la travailleuse n'était pas obligée d'accepter cette modification. Et étant donné qu'on ne peut pas objectivement démontrer une réorganisation et la nécessité de cette réorganisation, le licenciement n'est pas justifié et donc la personne a droit à une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. Donc c'est un élément, enfin c'est une décision aussi, un arrêt très intéressant parce que même si vous objectivez certaines choses en matière de nécessité de fonctionnement, veillez quand même à pouvoir démontrer que les mesures ou les actes que vous avez posés sont vraiment nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise. Alors, par rapport à la réorganisation, à la restructuration, aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, quels sont les documents à conserver? C'est des documents relatifs à la restructuration, des documents comptables, un organigramme de l'entreprise. Je dois dire que dans notre pratique, lorsque ce motif est invoqué, ce qu'on voit dans les faits, c'est même si objectivement cette restructuration, cette réorganisation a bien lieu, quand on demande « pouvez-vous la démontrer ?», souvent on est sans aucun document. Et c'est plutôt étonnant, mais c'est ce que nous constatons quand même dans les faits. Et donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est s'il y a effectivement une réorganisation, mais veillez à avoir un PV, par exemple, du conseil d'administration qui prend acte de la réorganisation, ou une présentation PowerPoint qui est partagée en interne, in suspecto, dans laquelle vous expliquez la réorganisation, comment est la situation aujourd'hui et quelle serait la situation après la réorganisation et quel est l'impact sur l'organigramme de la société, ainsi que l'organigramme avant et après la restructuration, pouvant ainsi démontrer la nécessité de licencier telle ou telle personne qui organise, enfin qui exerce une certaine fonction qui n'existera plus après le licenciement. Alors, dans la définition, vous l'avez dit, donc le licenciement manifestement déraisonnable, c'est également un licenciement qui n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. Ici, le contrôle de la cour, l'appréciation de la cour sera marginal. Bien évidemment, vous êtes l'employeur, vous êtes libre de vos choix. S'il y a plusieurs choix de gestion, c'est vous, en tant qu'employeur, qui décidez quel est le choix le plus opportun. Mais si le juge se met à votre place et voit que vous avez pris un choix qu'un employeur normal et raisonnable placé dans les mêmes circonstances n'aurait pas pris et que ça n'était finalement pas une alternative de gestion qui aurait été ouverte à un employeur normal et raisonnable, alors il est possible que le risque d'être condamné à une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable augmente. Alors, quand on parle de procédure judiciaire, on parle de preuve et on parle également de charge de la preuve. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui, dans la procédure judiciaire, va devoir apporter la preuve de quoi? Et ça dépend un peu de savoir si le travailleur a demandé ou non les motifs de son licenciement. Donc, si le travailleur a demandé les motifs de son licenciement, mais vous ne les avez pas communiqués, vous n'avez simplement pas répondu, alors la charge de la preuve repose entièrement sur vous en tant qu'employeur. Vous devez apporter la preuve que le licenciement n'est pas manifestement déraisonnable. Si l'employé n'a pas du tout demandé les motifs de son licenciement, alors c'est lui, la charge de la preuve repose sur lui. C'est lui qui doit démontrer qu'il y a des éléments qui font que son licenciement est manifestement déraisonnable, que l'employeur n'avait pas de bons motifs pour le licencier. Alors même si la charge de la preuve repose entièrement sur lui, ce que nous voyons quand même dans la pratique, c'est que le juge demande à l'employeur toujours de collaborer. Et je pense que si vous avez des motifs, vous avez des bons arguments pour l'avoir licencié, vous pouvez toujours collaborer et apporter ces motifs dans le cadre de la procédure. Enfin, si le travailleur vous a demandé les motifs et vous avez répondu, alors chacun supporte la charge de la preuve par rapport au fait que chacun invoque. Alors, quand on parle également de charge de la preuve, on parle d'éléments de preuve et ce qu'on produit en justice. Donc, on peut tout à fait produire les évaluations, les avertissements, les emails, des présentations internes. Donc, vous êtes libre de produire finalement ce que vous voulez pour autant que ce soit fiable et concret et que ça ne vous desserve pas. Mais on arrive souvent à un moment où, voilà, on est dans la procédure judiciaire et on se rend compte, mais on n'a pas tellement au dossier, mais c'est vrai qu'on a fait souvent des remarques et il s'est passé tel ou tel fait. Et alors, quelque part, en dernier recours, ce qu'on produit dans ce cas-là, ce sont les attestations écrites de témoins. Et ça, effectivement, c'est une bonne idée lorsque vous n'avez rien au dossier ou alors lorsque vous avez quelque chose, mais vous voulez renforcer certains éléments. Alors, vous voyez, pour pouvoir produire cette attestation en justice, il y a toute une série de conditions que cette attestation doit remplir. Une attestation qui ne remplirait pas ces conditions ne sera pas d'office rejetée par le juge, donc elle ne sera pas frappée de nullité. Par contre, le juge devra être prudent dans son appréciation de cette attestation qui ne répond pas aux prescrits du code judiciaire et il doit expliquer pourquoi il tient compte de cette attestation.
Alors, en principe, vous pouvez demander une attestation écrite à tout le monde. Vous pouvez demander ça aux travailleurs, vous pouvez demander ça à des tiers, pour autant qu'ils aient quelque chose à dire par rapport aux faits sur lesquels vous voulez qu'ils témoignent. De manière générale, on vous recommande, si vous avez l'opportunité et si vous avez connaissance de fait et que quelqu'un est disposé à rédiger une attestation écrite, de ne pas attendre 6 mois, 1 an et d'être dans la procédure judiciaire, mais de lui demander dès maintenant de faire cette attestation. D'une part, parce que forcément, plus les faits seront frais dans son esprit et plus sa déclaration sera finalement concrète et cohérente. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi dans la pratique, c'est que certains travailleurs disent oui, oui, je vais témoigner, et vous dites, bah, voilà, on a un dossier, on a plein de personnes qui sont disposées à témoigner, et puis le jour venu, s'il y a une procédure judiciaire, on leur demandera de nous faire une attestation. Et ce dont on se rend compte finalement, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs finalement qui refusent, qui disent non, les faits se sont passés il y a trop longtemps, je ne me souviens pas, donc veillez bien au timing. Et quand on revient aux personnes qui peuvent témoigner, attention également, parce qu'on va voir ça par la suite, mais lorsque vous demandez par exemple des attestations à un gérant d'une SRL ou à des administrateurs d'une SA par exemple, généralement la cour ou le tribunal va rejeter ces attestations car une société ne veut pas se délivrer une attestation à elle-même. Donc si tout ce que vous avez au dossier c'est ça, il y a un risque effectivement que tout soit rejeté et puis que vous n'ayez finalement plus rien au moment où il faut prouver les faits devant le tribunal ou la cour. Alors, préparer son dossier de licenciement, c'est pas seulement avoir le dossier du personnel, enfin le dossier de l'employé, c'est pas seulement organiser un entretien avec lui, c'est pas seulement répondre à la lettre, mais je pense que c'est aussi se préparer aux éventuelles conséquences financières de la décision. Alors, comme je le disais, le montant d'indemnité, c'est de 3 à 17 semaines. C'est prévu par la société. En principe, le travailleur pourrait réclamer plus sur la base du droit civil s'il arrive à démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité. Par rapport à l'évaluation de ce dommage, il n'y a pas vraiment de règles spécifiques. Donc, 17 semaines étant octroyées pour le licenciement qui est le plus manifestement déraisonnable. Et je pense que là aussi, c'est important qu'on se penche un instant sur plusieurs décisions pour voir mais qu'est-ce qui finalement a motivé le juge à donner 17 semaines, à donner 3 semaines, à donner 10 semaines, sachant qu'en moyenne, c'est généralement 10 semaines qui sont octroyées lorsque la décision est jugée, quand le licenciement est jugé manifestement déraisonnable. Alors, nous avons ici, premièrement, et je vais juste en commenter deux parce que le temps presse, mais prenons par exemple le tribunal du travail de Bruxelles, 17 semaines, qu'est-ce qui s'était passé? Une secrétaire est licenciée, apparemment, elle ne s'entend pas avec les autres secrétaires et elle n'aurait plus dit bonjour depuis plusieurs semaines à son supérieur. Qu'est-ce qui est, donc elle conteste son licenciement, et qu'est-ce qui est au dossier? On a une attestation du gérant qui confirme qu'elle ne disait plus bonjour et un document qui n'était pas daté mais qui était signé par des secrétaires qui disaient oui, on ne s'entendait plus avec elle. Et donc là, l'attestation du gérant est écartée parce que le tribunal considère que la société ne peut pas se délivrer une attestation à soi-même. On n'a plus que le document établi par les secrétaires mais qui ne répond pas au prescrit de l'attestation de témoin. Et la secrétaire qui a été licenciée apporte la preuve qu'elle s'entend très très bien avec les secrétaires qui ont signé ce document et qu'elles vont régulièrement manger ensemble. À partir de ce moment-là, le tribunal considère qu'il n'y a en fait plus rien au dossier et s'il n'y a rien, les 17 semaines sont accordées. Donc attention, si vous vous basez uniquement sur des attestations pour démontrer des motifs de licenciement, veillez bien à ce que ce soit les bonnes personnes qui rendent cette attestation et que l'attestation remplisse tous les critères que j'ai précités, même si en principe, le juge pourrait quand même en tenir compte, même si l'attestation ne remplit pas toutes les conditions. Cour du travail de Liège, 3 semaines. Une comptable est licenciée pendant son congé maternité, car pendant son congé maternité, on s'est rendu compte qu'elle avait commis plusieurs fautes. Comment est-ce qu'on le démontre? Par une attestation de la nouvelle comptable qui l'a remplacée pendant son congé, ainsi que par des attestations des administrateurs de la société et des PV du conseil d'administration pendant lesquels les fautes ont été discutées. Alors, l'attestation des membres du conseil d'administration sont toutes écartées pour les raisons que je vous avais expliquées juste avant. Une société ne peut pas se délivrer à elle-même une attestation. L'attestation de la nouvelle comptable est acceptée.
Mais le tribunal, enfin la Cour va surtout avoir égard au PV du conseil d'administration et constater, oui, madame a fait des erreurs, mais pourquoi a-t-elle fait des erreurs? Parce qu'il y a un gros problème organisationnel au niveau de l'entreprise. Et donc là, la Cour va dire, oui, le licenciement n'était pas du tout en représailles, n'était pas pour nuire à madame, mais l'employeur a lui-même mal apprécié finalement le motif de licenciement. Si madame a fait des erreurs, c'est parce qu'elle n'était pas épaulée et qu'il y avait un problème organisationnel au niveau de l'entreprise et les 3 semaines sont alors accordées à titre d'indemnité. Et donc là aussi, soyez très prudents. Si vous produisez des documents en justice, relisez-les bien et assurez-vous que dans ces documents, il n'y a pas quelque part quelque chose qui pourrait nuire à votre dossier et donc déforcer votre dossier de licenciement. Alors, on en arrive maintenant, je pense, au dernier slide avant la question. Donc, comme je vous le disais, préparer un dossier de licenciement, c'est aussi se préparer aux éventuelles indemnités qui seront dues. L'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, la CCT le prévoit, ne peut être cumulée qu'avec l'indemnité compensant de préavis, l'indemnité de non-concurrence, l'indemnité d'éviction et des indemnités complémentaires aux allocations sociales. Selon une certaine tendance jurisprudentielle, il ne serait donc possible que de cumuler cette indemnité avec les 4 premières indemnités qui sont mentionnées sur le slide. Selon une autre tendance, il serait également possible de cumuler l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable avec l'indemnité pour abus de droit de licencié, car finalement, l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, elle est octroyée si les motifs du licenciement ne sont pas liés à l'aptitude du travailleur au fonctionnement de l'entreprise, alors que l'indemnité pour abus de droit de licencié, elle est octroyée en raison des circonstances du licenciement, c'est-à-dire si le licenciement, s'il n'y a pas eu d'entretien préalable, par exemple, si c'était spécialement traumatisant pour le travailleur, il n'a pas pu dire au revoir à ses collègues, il n'a pas pu prendre ses affaires qui étaient sur son bureau. Et donc, je pense que là, un conseil important à vous donner pour éviter justement d'être condamné à une indemnité pour abus de droit de licencié, c'est aussi d'avoir égard aux circonstances du licenciement. C'est pas seulement d'avoir un bon dossier au niveau des motifs, mais c'est au moment où vous organisez le licenciement, veillez à entendre le travailleur, veillez à lui laisser par exemple l'opportunité de dire au revoir à ses collègues. Ça dépend bien évidemment du cas, mais le temps de prendre ses affaires, si vous lui reprenez sa voiture de société et son GSM et qu'il n'a pas la possibilité de rentrer chez lui, appelez-lui un taxi. Donc voilà, veillez aussi à ce que le licenciement se déroule dans de bonnes conditions. Ça permettra de limiter le risque d'une condamnation à une indemnité pour abus de droit de licencié, puisque même si c'est discuté, ça pourrait éventuellement s'ajouter encore à l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. Je pense que nous en arrivons à la deuxième question de ce jour. Donc, la question est l'employé qui n'a pas demandé les motifs de son licenciement. Et alors là, il y a 3 options. Et donc, je vous laisse choisir et indiquer la réponse qui, selon vous, est la bonne. Voilà, merci d'avoir voté. Donc, les réponses s'affichent chez nous à l'écran. Nous voyons que la plupart d'entre vous ont bien choisi la bonne réponse. C'est la deuxième, c'est l'employé qui n'a pas demandé les motifs de son licenciement supporte l'entière charge de la preuve que son licenciement est effectivement manifestement déraisonnable. Alors, Marnix m'a rejoint maintenant pour la toute dernière partie, c'est les takeaways, donc ce que nous espérons que vous aurez appris aujourd'hui de notre séminaire et ce à quoi il faut être attentif lors de la préparation du dossier et par la suite également dans le cadre du licenciement manifestement déraisonnable. Als eerste belangrijke takeaway, als er zich problemen stellen met de werknemer, confronteer de werknemer daar regelmatig mee en zorg ervoor dat u daarvoor ook over het nodige bewijs beschikt. Deuxième point qui est très important, c'est le fait de tenir à jour le dossier du travailleur pendant toute sa période d'emploi. Donc, veillez à avoir des évaluations régulières si ça s'inscrit dans la culture de l'entreprise. Veillez également s'il y a des faits qui nécessitent un avertissement, à envoyer régulièrement des avertissements. Donc, tenez le dossier du travailleur à jour. Derde takeaway dan bestaat in dat u best het dossier zelf ook objectief analyseert. Anticipeer op een verzoek tot ontslagmotivering en kijk zelf al na welke objectieve elementen u heeft ter ondersteuning van de ontslagmotieven.
Le point suivant, c'est, et je pense qu'on l'a répété à de nombreuses reprises pendant ce séminaire, c'est le fait d'être conséquent et complet dans la communication du motif du licenciement. C'est d'être conséquent dans tous les documents que vous allez transmettre aux travailleurs et veiller aussi à être conséquent par la suite. On vous a donné des exemples par rapport à ça, par exemple la réorganisation ou le cas de la lettre de recommandation. Donc, soyez cohérents même après le licenciement. En dan tot slot, in geval van twijfel, laat u bijstaan door een specialist. Het kan een advocaat zijn of uw sociaal secretariaat, maar neem zeker geen overhaaste beslissingen. Voilà, je vois que le temps est malheureusement écoulé. Si vous avez posé des questions par le biais de la chat function, nous allons y répondre par écrit dans les prochains jours. Nous vous remercions bien évidemment de votre attention, d'avoir été présent aujourd'hui et nous espérons que ce séminaire vous aura été utile et que vous serez mieux préparés dans la gestion de vos ressources humaines. Merci. Dank u wel.